La brigade motocycliste de la préfecture de police de Paris. Arrête-toi, toi! Une unité d'élite prête à intervenir de jour comme de nuit dans les zones les plus sensibles, à Paris et dans les banlieues chaudes. Des hommes et des femmes entraînés pour lutter contre toutes les formes de délinquance de rue. Seuls les meilleurs peuvent prétendre au guidon de ces grosses cylindrées. Nous avons suivi le travail de Frédéric et Fabien, tous les deux de la compagnie de sécurisation de Seine-Saint-Denis. Franck, Eric et Karim, de la compagnie motocycliste de Paris. Tous les jours, ils jouent leur vie à 200 à l'heure, au service de la loi. Un fléau contre lequel les policiers luttent quotidiennement. Patrick Lunel est commandant de police, patron de la compagnie de sécurisation de la Seine-Saint-Denis. Il est en première ligne pour lutter contre cette délinquance. Il connaît bien ses voleurs et leur mode opératoire. Ce sont des jeunes qui ont une technicité dans le domaine du vol à la portière. C'est-à-dire qu'ils ont une organisation, ils savent comment pratiquer, ils savent comment repérer leurs victimes. C'est pas de l'opportunisme, c'est du travail en quelque sorte. Ils viennent ici pour prendre du sac à main, pour prendre de la marchandise, essentiellement de la liquidité ou des bijoux. Ils sont en groupe, ils viennent voir comment ça se passe, ils vont chercher l'automobiliste, ils vont chercher la femme isolée, en général c'est ça, la femme isolée avec le sac à main posé sur le siège passager. C'est des gens qui ont vraiment l'habitude de faire ce genre d'infraction. Des professionnels qui agissent en quelques secondes et qui laissent derrière eux des victimes en état de choc. Tout le monde peut s'imaginer dans sa voiture, quand on est dans son véhicule, c'est comme quand on est chez soi. Et d'un seul coup, vous avez une vitre qui explose. Donc vous imaginez la vitre qui explose sur le côté. C'est déjà une agression très forte. La violence, l'impact et le sac qui disparaît. C'est vraiment, c'est ressenti par les victimes qui décrivent ça comme un viol. Des délinquants difficiles à appréhender et prêts à tout pour ne pas se faire prendre, même à mettre la vie des autres en danger. Vous imaginez un enfant qui sort du hall de son immeuble à ce moment-là, au moment où ils sont sur le trottoir en progression de fuite, l'enfant, il est catapulté avec des blessures graves, c'est inévitable. Nous sommes en Seine-Saint-Denis, au quartier général de la compagnie de sécurisation. Ces hommes appartiennent au groupe moto. Sur le terrain, une patrouille a repéré des scooters au comportement suspect. Frédéric se prépare, pas le temps de traîner. On a des collègues, ils nous appellent, il y a un scoot, le passager, il est juste capuché, il est pas casqué. Ça tourne sur Félix Faure, un truc de ouf là. Donc on va se dépêcher un petit peu parce qu'ils connaissent nos horaires. C'est votre clientèle, ça. Exactement. Et en général, le temps qu'on s'habille et qu'on fasse le trajet, on est un peu juste parce qu'ils nous connaissent bien. Donc là, on va se dépêcher. Mais dans ce département, pas question de partir sans son équipement au grand complet. Ici, il faut être prêt à toute éventualité. Les motards sont les seuls à tout devoir porter sur eux. Au total, 18 kilos de matériel. On n'essaye pas de trop être chargé comme un porte-avions parce que sinon après courir, ça devient compliqué. En quelques minutes, ils sont capables de traverser le département d'un bout à l'autre par tous les temps, et quel que soit le trafic. Faut essayer d'arriver par des endroits où ils peuvent pas nous capter, sinon un coup de téléphone et c'est fini, ils tapent plus. Les informateurs avaient dit vrai. Les scooters tournent dans le quartier. Claque le feu. Regarde le sac de la dame. Là, s'ils arrachent, là, ça va être un plaisir. Les scooters roulent au ralenti, à la recherche d'une victime.
Ils attendent un copain, il y en a encore un quatrième derrière. Pour dissuader toute tentative, les policiers décident de montrer leur présence. Ils contrôlent un des scooters. Tiens, il vient avec moi le passager. Viens, t'enlèves ton casque. Il est connu pour quoi, monsieur? Violence à agent de la force publique, outrage, refus d'obtempérer, vol et un bon stick. Et j'en passe. Et j'en passe. 2 arracheurs déjà bien connus et pourtant ils sont mineurs, 16 ans à peine. Sur eux, la panoplie du parfait voleur à la portière. Même casquette, même sweat capuche, une technique classique pour brouiller les pistes. Habillés à l'identique, impossible de les identifier formellement. Rien sur les 2 ados. Ils n'ont pas encore eu le temps de passer à l'acte. Les policiers contrôlent le scooter. Vu que le véhicule n'est pas plaqué, on essaie de retrouver toutes les concordances en fonction des divers numéros de série, donc les plaques constructeurs, les gravages sur le cadre. On essaie de retrouver un véhicule volé éventuellement, mais là c'est pas le cas. Donc on a deux numéros qui ressortent à des endroits différents, qui sont identiques et non signalés volés. Donc le scooter est propre. Pas complètement en règle, comme vous pouvez le constater, au niveau éclairage et rétroviseur. Mais bon, sur le département, il ne faut pas trop en demander, il est déjà pas volé, c'est une belle chose. Scooter en règle, aucun objet volé sur eux, les 2 jeunes gens sont relâchés. Les motards de la compagnie de sécurisation se remettent à l'affût. Quelques secondes plus tard, ils repèrent un autre scooter au comportement suspect. Décasqué devant, décasqué devant. Un véhicule que les policiers connaissent bien. Ouais, Théo, je pense qu'on a repris votre client. Hein. Il descend Victor Hugo, là. On va aller contrôler tout ça. Mais le scooter n'hésite pas à griller les feux rouges. Tout au bout là-bas, tout au bout, tout au bout, tout au bout, tout au bout. Les motards ne vont pas tarder à le rattraper. Il a tenté de s'échapper en bifurquant dans une petite rue. Oh, arrête-toi, arrête-toi. Arrête-toi. Assis-toi, assis-toi. Ça va prendre 20 secondes. Je veux pas t'entendre, je veux pas que tu bouges. C'est bon? C'est bon? Ouais, tranquille. On est tranquille. T'as des silex sur toi ou quelque chose? On va mettre de l'essence. Vous êtes de quel secteur, monsieur? Aubert. Tiens, tu vois. Ouais, tu dois. J'ai 16. C'est ça. Ouais. Vous me sortez ça, ce qu'il y a dedans, s'il vous plaît? Je descends la moto. Non, vous êtes bien, là. C'est exprès qu'on vous dérange en vous laissant dessus, monsieur. Vous comprenez? C'est tout ce qu'il y a, monsieur? Et quelques préservatifs. Vous me montrez dans les petites pochettes, là? C'est bon? Vous avez un produit suspect ou je le reçois? Non. Allez-y, vous pouvez ranger tout ça. Descendez, monsieur. Le papa. Pas de silex, pas d'objets volés. Les policiers s'intéressent maintenant aux passagers et aussi aux scooters. Une assurance sur votre scooter, monsieur? Non, je l'ai là, je l'ai réparé. Il faut que je la fasse. D'accord, donc vous n'êtes pas assuré pour le moment. Très bien, très bien. L'affaire. Très bien, monsieur. Pas d'assurance. Le scooter est immédiatement confisqué. Les jeunes gens doivent l'amener eux-mêmes au commissariat, soigneusement encadré. En trouvant un prétexte pour immobiliser le scooter, les policiers viennent de marquer un point dans la guerre de harcèlement qu'ils mènent contre les voleurs à la portière. Comme ils tournent sur un scooter qui est connu sur le secteur, qui n'est pas plaqué, ils ont le profil type de ceux qui vont arracher. Quand je lui demande s'il est connu, il me dit non, sauf pour quelques arrachages, mais c'était une erreur. Et au final, l'avantage de le traiter juste pour un défaut d'assurance, c'est qu'on peut immobiliser le scooter. Et qu'en cas de non-régularisation, le scooter part à la destruction. Donc ça permet d'en mettre juste un à l'écart. Voilà. C'est pas grand-chose, mais ça me permet juste de mettre un scooter en moins sur la voie publique. Il faudra en retrouver un autre pour aller arracher, quoi, c'est tout. Le scooter est consigné. Les 2 adolescents vont terminer la soirée à pied. Ils n'arracheront rien ce soir. Quand on les interroge, ils affirment ne rien avoir à se reprocher. Vous avez des arracheurs ou pas? Non, jamais. Jamais. Pourquoi vous rigolez?
Pas le droit de rigoler. Les deux arracheurs présumés n'ont pas été pris en flagrant délit. Ils sont rentrés chez eux quelques minutes plus tard. Paris. Le jour va bientôt se lever. La circulation est encore fluide. C'est l'heure des grands excès de vitesse. En bordure du périphérique, un radar contrôle tous les véhicules. En contrebas, les motards sont prêts à intervenir. Ils appartiennent à la compagnie motocycliste de Paris. 138 km/h au lieu de 80. Les motards se lancent aussitôt à la poursuite du chauffard. En quelques secondes, ils rattrapent le véhicule. Il ne s'agit pas d'une voiture de sport, mais d'une berline familiale, avec des enfants à l'intérieur. Le berlingot intercepté. Je confirme, la vitesse c'est 138 km/h. Franck est major de police. À 49 ans, il est le chef de la brigade. Voilà, donc 138 km/h, deux enfants en bas âge derrière. Voilà, à 7h et quelques le matin. Moi, j'ai rien. Non, c'est pas pour moi, c'est pour les enfants. On emmène les enfants à la gare. Moi, j'habite à Laï. Si on les emmène pas, il y a. Il vaut mieux les emmener et rater le train que les emmener à la morgue directement. Non, c'est pas ça. C'est comme ça pour tout le monde, monsieur. Il n'y a pas à discuter. Voilà. Il y a des enfants derrière. On fait en sorte de partir avant, mais on n'expose pas la vie des gens de cette façon. Donc là, il va y avoir application de la réglementation dans toute sa rigueur. Si la famille est pressée, c'est que les enfants ont un train à prendre pour rejoindre leur père dans le sud de la France. Un problème de garde partagée. Là, regardez dans l'état où ils sont, ils n'ont pas vu leur père depuis 4 mois, ouais. C'était important. Je me suis pas réveillée, c'est mon fils qui m'a réveillée à 7h15. Donc il nous restait un quart d'heure pour attendre la gare de Lyon pour pas que mon mari me mette au tribunal. C'est tout. Vous croyez qu'il va se passer quoi derrière? Mon ex-mari, c'est un psychopathe. Hein. Enfin, c'est pas un psychopathe, mais bon. Vous ne pensez pas, madame, que sur la route, il y a aussi d'autres usagers de la route? Enfin, bon, on s'arrête au feu quand même. Oui, on fait attention. Bon, le périph' est limité à 80, la voiture elle est mesurée à 138. Je comprends que la vie soit pas simple quand on a la garde d'enfants, mais est-ce que vous êtes seul pour autant sur la route? Il y a des fois, il faut essayer de tempérer un peu sa conduite, parce qu'on n'est pas tout seul sur la route et ça n'arrive pas qu'aux autres. Pour cette famille, la journée commence mal. Suspension immédiate du permis de conduire et jusqu'à 1 500 € d'amende pour le conducteur. Les enfants, eux, ont raté leur train. Sur le périphérique, les motards se remettent en position. Cette fois, c'est un motard qui roule plus de 70 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. La poursuite ne durera pas très longtemps. Au bout de quelques kilomètres, le motard est rattrapé. Il est sorti du périphérique pour être verbalisé. Ouais, véhicule intercepté, il y a du travail pour mon adjoint. Le conducteur est un jeune homme qui partait au travail. Vous allez mettre la moto sur le trottoir, s'il vous plaît. De toute façon, la moto va rester là, elle va être immobilisée. Pourquoi? Bah vous avez plus de permis. 158 au lieu de 80, un dépassement de plus de 50 km/h, plus de permis. À mon avis, il y a certainement en plus un défaut d'assurance. Ils m'ont dit que j'avais plus de permis. Je travaille pas, je fais quoi? Je braque des vieilles, je fais quoi? Même punition pour ce jeune homme. Suspension immédiate du permis et amende fixée par le juge, pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Retour au quartier général, sur l'île de la Cité.
un bâtiment qui abrite la compagnie depuis 1945. Plus de 180 motos sérigraphiées et une demi-douzaine banalisées. 250 hommes et une poignée de femmes prêtes à partir pour les missions les plus périlleuses. Eric et Karim partent en patrouille. Depuis quelques années, les motards luttent contre un nouveau type de délinquance. Les automobilistes roulant sans permis ou sans assurance. Ils sont de plus en plus nombreux. Plus de 100 000 personnes se sont fait prendre l'an dernier. Karim et Eric sont des spécialistes de ce type de fraude. Merci, monsieur. Aucun faux papier ne leur résiste. C'est quand même très bien fait. Vous voulez que je vous dise sur quel site internet vous l'avez eu, monsieur, ça? Ça, c'est l'original, ça? Je recommence. C'est une vraie assurance, ça? Parce que vous n'avez pas de papier? Après, monsieur, moi, quand je vous ai dit la date, je me souvenais plus, quoi. Bonjour, monsieur, police nationale. Je voudrais avoir votre permis de conduire, s'il vous plaît, le certificat d'immatriculation du véhicule. Une voiture en mauvais état. Les deux policiers sont intrigués. Tout semble en ordre. Pourtant, Eric a un soupçon. On a un doute sur l'authenticité de l'attestation d'assurance. En fait, les gens, maintenant, ils n'hésitent pas à faire des faux. Avec du papier imprimante, tout simplement. Quand on regarde dans la loupe, on voit bien que l'encre, c'est de l'encre à imprimante et non de l'encre qu'on appelle offset. Pourtant, l'illusion est presque parfaite. C'est quand même très bien fait, ouais. On s'y casserait une dent là-dessus, c'est quand même très bien fait. Il a signé, c'est sur un papier vert, il y a les bordures là, apparemment, où c'est qu'il y a le coupon du certificat là, qui sont crantées là, donc c'est très très bien fait. Ouais. Pour être sûr qu'il s'agit d'un faux, Karim appelle la compagnie d'assurance. Le conducteur semble mal à l'aise. D'accord, c'est marqué chez vous, voilà. C'est chez vous, mais c'est pas chez vous. Voilà. D'accord, je vous remercie beaucoup. Hein. De toute façon, on va lui faire un usage de faux et puis des faux d'assurance. Voilà. Alors, monsieur, vous avez quelque chose à nous dire ou non? Non. Je recommence. C'est une vraie assurance, ça? Oui. Alors, comment ça se fait que la n'est pas au courant que vous êtes assuré chez eux? Ce monsieur n'a pas de chance parce que je suis moi-même dans cette compagnie d'assurance et le numéro de contrat n'est pas bon du tout, ne correspond pas du tout à la forme habituelle de cette assurance-là. Et surtout, l'impression de ce certificat, de cette attestation d'assurance n'est pas bon du tout. Hein. C'est pas comme cette compagnie fait d'habitude. Donc tout correspond à faux. Le jeune homme est emmené au commissariat. Il risque une peine de prison pour faux et usage de faux. Son véhicule restera immobilisé jusqu'au jour où il présentera une assurance authentique. Quelques minutes plus tard, un livreur au travail. Les deux motards décident de le contrôler. Karim a un doute. La photo du permis ne ressemble pas vraiment au conducteur. Vous n'avez pas une autre carte d'identité sur vous, monsieur? Bien, regardez-moi. Vous avez quel âge, monsieur? Vous avez quel âge? Pourquoi? Mais je vous demande, vous avez quel âge? Vite. Vous avez quel âge, là? Vite, monsieur. C'est pas le nom, là, que t'as, là? Ah ben non, c'est pas le même. Le nom du badge professionnel ne correspond pas à celui inscrit sur le permis de conduire. C'est les mains dans le dos. Le chauffeur roule avec un permis qui n'est pas le sien. C'est à qui? Vous pouvez le dire maintenant, monsieur. C'est qui? C'est un cousin? Non, c'est pas. C'est qui? Vous l'avez trouvé? Vous l'avez vendu? Non, monsieur, non, on ne l'a pas vendu. J'ai trouvé la personne qui l'a perdu. La photographie de son permis lui ressemblait pas forcément au conducteur, quoi. Donc on a un moyen de vérifier ça en demandant de suite l'âge. Là, en l'occurrence, il est né en 1974, donc il aurait dû me dire qu'il a 37 ans. Et il a hésité, il nous a dit, regardez sur mon permis, il a dit pourquoi vous me demandez ça, donc on voyait très bien qu'il y avait un doute sur son identité, quoi. Vous n'avez pas de permis de conduire en fait, monsieur? Si, j'en ai un, normalement. Normalement, c'est-à-dire? Expliquez-moi. Mais pourquoi vous ne l'utilisez pas alors? Je vous explique. Oui, expliquez-moi.
J'ai un permis effectivement français. Oui. Mais j'ai pour une suite d'annulation Voilà, vous avez le permis annulé, c'est ça? tout à la perte de points. Et donc c'est pour ça que vous utilisez le permis de quelqu'un d'autre en attendant de récupérer le... Oui, monsieur. J'ai rendez-vous au tribunal le 28 Pour conduite sans permis. Pour le permis? C'est la deuxième fois oui. que vous êtes fait? J'ai eu une annulation d'1 an. Oui. Vous connaissez les règles du jeu ce matin avant de prendre le camion, on est bien d'accord? Franchement, je vous le dis, ma seule raison, c'est que j'ai 2 pensions à payer tous les mois, j'ai un loyer très cher à payer. Il faut que je gagne ma vie et je ne sais rien faire d'autre que ça. Vous êtes inquiet? Oui, je suis inquiet, je suis plus qu'inquiet. Je suis plus qu'inquiet parce que mon avocat m'a prévenu, fais attention. Mais en même temps, pour que je la paye, il a fallu que je travaille. Là, il est déjà payé 900 € de facture. Il fallait bien que je paye. Ouais, c'est suivi, vous nous envoyez un véhicule pour faire la conduite, hein? Une voiture est appelée pour emmener le livreur au commissariat. Là-bas, les policiers vont découvrir que cet homme est un multirécidiviste. Venez, monsieur. Il va être présenté à l'officier de police judiciaire. Bonjour, madame. Asseyez-vous en face de moi. Vous étiez parti pour vous faire passer pour ce monsieur-là, c'est ça? J'en suis conscient. Combien de fois en tout, là, ça fait pour aujourd'hui? Depuis la dernière fois, Ouais. c'est la deuxième fois, c'est la deuxième fois sans compter les antécédents. Non, je vous demande, ça fait combien de fois en tout? C'est la deuxième fois sans compter les antécédents, ça veut rien dire. Je peux pas, je pense 5-6 fois. Ah, quand même. Et vous attendez quoi avant de comprendre que d'aller en prison, peut-être? Vous savez ce qui va se passer, là? La garde à vue. Ah, ben c'est bien. Vous pourriez pas me dire ça? Ah non, je peux pas vous éviter ça parce que je vais compter le nombre de fois que vous êtes connu. Ça fait pas 4 ou 5 fois, c'est plus dans les 6 ou 7. Et le jugement de la semaine prochaine, ça va pas le faire. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Là, qu'il faudrait peut-être arrêter de conduire. Oui, ça je l'ai bien compris. Donc en attendant, vous êtes placé en garde à vue à compter de 16h40 lors de votre interpellation pour la conduite malgré l'invalidation du permis de conduire. La garde à vue, c'est 24 heures qui peuvent être prolongées de 24 heures avec l'accord du magistrat. Cette fois, le livreur vient sans doute de perdre son emploi. Il risque une condamnation à 2 ans de prison ferme et jusqu'à 15 000 € d'amende. En France aujourd'hui, on estime à plus de 500 000 le nombre de personnes qui roulent sans permis. Ouais, si t'es prêt, vous ramener du monde, là, ça caillasse. Caillassage en règle et trafic de stupes dans les cités. Interpellation et poursuite à grande vitesse. Retour en Seine-Saint-Denis, où la lutte contre la délinquance continue. Check-up avant de partir. Frédéric ausculte sa moto. C'est un outil particulier, il n'y a que 2 roues. Hein. Donc c'est arrivé qu'on parte avec une crevaison lente ou un petit défaut sur un organe de sécurité et nous ça chiffre tout de suite, hein, on va au tas, donc il y a un minimum à faire avant de partir. La mission du jour, patrouille en zone sensible. Les policiers veulent montrer qu'ils peuvent intervenir partout dans le département. Nous sommes dans une cité. Sur le parking, le décor habituel, détritus et carcasses de voitures. À la vue des policiers, 2 jeunes se cachent le visage derrière leur capuche. Vous allez comprendre pourquoi. Un tesson de bouteille. Les provocations commencent. Les motards ne sont que 2. Ils appellent du renfort.
Ouais, si tu vous faites ramener du monde là, ça caillasse. Ça caillasse. Attends, un Béric, wow, recule. On pourrait avoir une priorité, s'il vous plaît, on est à 0,2, on n'a pas d'équipage. Donc maintenant, on a un hall qui est identifié avec tout le monde dedans. On prend des projectiles, on aimerait avoir du monde, c'est reçu? 20 secondes plus tard, les premiers renforts arrivent avec un flashball. Les jeunes se sont enfuis dans les caves. Les policiers se lancent à leur poursuite. Mais ici, toutes les caves communiquent. C'est un véritable dédale. Impossible de retrouver les fuyards. À la sortie, les provocations continuent. Ce sont les plus jeunes qui prennent le relais. Bon, c'était prévisible, hein. Ils nous ont vu passer une fois. Bon, en plus, ils ont repéré forcément la caméra. Et en fait, ici, c'est assez compliqué, il n'y a aucun accès. Il y a une seule route pour arriver, là même pour repartir, et tout ça, c'est encaissé. Vous n'avez pas de sortie de secours. Donc bon, géographiquement, ils ont un petit avantage sur nous, quoi. Donc forcément, quand on arrive, ils nous mettent un peu la misère, mais bon, on se fait plaisir. À plus tard. Les provocations ne sont pas gratuites. Si certains jeunes veulent faire partir la police, c'est qu'elles gênent le commerce de la drogue dans les cités. Mais les motards ne baissent pas les bras. Au quartier général, il est 22 h. Les hommes de la compagnie de sécurisation partent sur une opération anti-stup. Objectif, identifier les dealers. Les policiers en civil sont déjà dans la cité. Ils viennent de transmettre les dernières informations. Beaucoup de guetteurs. Le vendeur est tranquillement sous sa chaise vers la station-service. Par contre, ils ont mis sur tout le périmètre au moins une dizaine de mecs qui sont sur la protection. Avec les motards, des policiers en civil de la brigade anticriminalité. Au top départ, on va passer à Total, on va passer sur le côté droit. On intercepte. Les policiers en civil partent les premiers. Les motos les suivent de près. Devant le hall, des trafiquants sont au travail. L'effet de surprise est payant. Les policiers procèdent au premier contrôle d'identité. Mais un dealer présumé parvient à prendre la fuite. Arrête-toi, toi, t'es mort, arrête-toi, on tue. Arrête-toi, toi. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu vas où, là? On te dit de t'arrêter, tu t'arrêtes, toi. On t'a fait peur, ouais. T'as rien sur toi? Non. On peut dire Non. C'est un guetteur, un chouf, comme on dit en langage policier. Mais bon, il n'a rien sur lui, hein. Comme d'habitude, il part, c'est souvent une diversion, donc bon, ça permet de garder la forme quand on court. Dans la cité, cette fois, c'est un scooter qui prend la fuite. Un motard se lance à sa poursuite. Le fuyard connaît le quartier comme sa poche. Il a déjà prévu un itinéraire de fuite. Le policier va-t-il le rattraper? Le fuyard a réussi à s'échapper. Mais 50 mètres plus loin, un autre scooter. Cette fois, il n'a pas le temps de filer. Quoi ça? Je sais pas trop. C'est pas toi le scout? Non. C'est pas toi le scout? Si. Vous êtes ici pourquoi? Je suis ici pourquoi? Pour rien du tout. Pour rien du tout? Vous êtes ici quoi? Pour admirer le ciel, un peu, le ciel étoilé Je fais mon petit tour. Un petit tour? Ouais. Vous êtes connu des services? Ouais. Par rapport à quoi déjà? Par rapport à quoi? Par rapport à des vols. Des vols, après? C'est tout. C'est tout? Donc là, si jamais je me mets sur votre fichier, je fais les sticks, je verrai que des vols. Ouais. Votre nom, c'est quoi déjà? On ne s'est pas croisé déjà. Rien sur lui, le scooter est en règle. Le jeune homme n'est pas inquiété. Les motards retournent dans la cité. Comme d'habitude, ils sont mal accueillis.
Tu as dit quoi? Comment? Pourquoi t'as poussé? T'as insulté ou pas? Tu l'as insulté ou pas? Ouais. T'aventures pas trop sur ce terrain, hein, mais... Tu m'embouches pas, quoi? Non, moi je te dis, n'insulte pas surtout. Moi je te dis justement, t'amuses pas à insulter. Ouais, mais fais attention. Fais bien attention. En fait, ces hommes tiennent un point de vente au beau milieu de la cité. Ici, le trafic peut rapporter jusqu'à 20 000 € par semaine. Le deal est bien organisé. Les deux piétons sont des guetteurs qui surveillent l'arrivée de la police. Le jeune homme sur le vélo est un rabatteur qui amène les clients. Un peu plus loin, le fauteuil réservé aux vendeurs qui s'est éclipsé à la vue des motards. En moto, joue pas. Je suis en moto, mais tu sais pas de quoi je suis capable, mon ami. Tu sais pas. Aussi, tu sais pas quoi on est capable. T'inquiète pas. On sera amené à se revoir. Hein. Les motards refusent de céder aux provocations. Je prête pas attention à tout ce qui se dit parce qu'on n'en finirait pas. On est présent, après on dérange, on le sait, c'est pas un problème. Si les policiers dérangent, c'est qu'ils gênent le commerce des dealers, qui le leur font savoir. Il est minuit, retour au commissariat. En chemin, un scooter de grosse cylindrée. C'est le modèle le plus volé en France. Les policiers contrôlent. J'ai pas de permis. Pas de permis, comment ça? Vous l'avez oublié? Comment? Vous l'avez oublié ou vous n'avez pas de permis? J'ai pas de permis de conduire. Vous n'avez pas de permis? Ah, comme on dit, il faut avouer, à moitié pardonner. Comment? C'est vrai, oui. Non, j'ai pas de permis, je me suis fait juger aujourd'hui. D'accord. Pour défaut de permis. D'accord. Vous êtes fait juger aujourd'hui pour défaut de permis, puis là vous roulez sans permis. La moto est assurée. Mais vous vous rendez compte, monsieur? Vous me dites, aujourd'hui je sors du tribunal, j'ai été jugé pour défaut de permis de conduire. On vous contrôle. Vous me dites, vous avez pas de permis, vous n'avez jamais eu de permis ou vous avez été retiré? Mon permis moto, je l'ai jamais eu. Et mon permis voiture m'a été retiré. Voilà, j'ai été au jugement aujourd'hui, j'ai pris une condamnation. Et au jugement au tribunal, qu'est-ce que vous avez eu alors? J'ai une condamnation. Oui, pour... Comment? De quel ordre? Une peine de prison ferme. Une peine de prison ferme. J'ai pris 3 mois ce matin, j'ai pris 3 mois de... 3 mois de prison pour un défaut de permis de conduire? Oui, parce que j'étais en récidive. En récidive, d'accord, oui, donc là vous êtes... C'est bon ça, hein, j'ai envie de te dire. Oui, en fait... T'as compris quoi? Pourquoi vous... Non, j'ai compris. Non, j'ai compris. J'ai manifestement compris. Je vais confirmer ce qu'il nous dit au fichier, puis après on avisera, mais je pense que là on va pas pouvoir faire grand-chose. L'homme a été condamné le matin même, mais faute de place en prison, sa peine n'a pas été appliquée. Pris en flagrant délit, il est emmené au commissariat. Il ne restera que 10 minutes en cellule de garde à vue. L'officier de police judiciaire débordé décide de le convoquer plus tard. Les policiers sont obligés de le relâcher. On vous êtes retrouvé dans cette situation? C'est les aléas de la vie de tous les jours. C'est tout? Oui, c'est tout. T'as pas de chance? Non, c'est la faute à nous-mêmes. Bah ça c'est un cas typique du département. Monsieur vient d'être jugé aujourd'hui par un tribunal pour récidive de conduite sans permis de conduire. Il nous explique ça naturellement au volant d'un T-Max 500. Donc encore en défaut de permis de conduire. Ce sera seulement la 3e fois. Un éternel recommencement. La Seine-Saint-Denis. En France, 70% des peines de prison de moins de 6 mois ne sont jamais effectuées. Les motards se remettent en position à un carrefour stratégique, prêts à toute éventualité. Dans leur casque, un appel radio crépite. À l'autre bout du département, une voiture a refusé de s'arrêter à un contrôle. Une berline allemande de grosse cylindrée. Il y a une chasse avec une Mercedes. Direction A86, direction Bobigny. Tous les hommes disponibles sont mobilisés pour arrêter les fuyards. Les motards de la CSI mettent un point d'honneur à arriver les premiers. Pour ça, ils doivent traverser le département en quelques minutes. Les
machines sont poussées au maximum. Les motards n'ont pas ménagé leurs efforts, mais d'autres patrouilles sont arrivées avant eux. Ils ont été devancés de quelques secondes. Les malfrats sont déjà menottés. Ok, pardon. On est tranquille dans la voiture. Dans la voiture, a priori, rien de suspect. Les policiers vont interroger les fuyards pour en savoir plus. C'est fini quoi. Ça s'est joué à quelques secondes près. C'est bien, ça a été fait. Ça a été fait, c'est très bien. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de blessés. Très bien. Cette fois, tout s'est bien passé. Mais la soirée n'est pas terminée. Au commissariat, Frédéric reçoit un appel. C'est une mauvaise nouvelle. Un de ses collègues vient de se faire percuter. Il faut le secourir d'urgence. C'est à la Courneuve que l'accident vient de se produire. Il est 1h du matin. C'est cette camionnette blanche qui a coupé la route aux motards. La violence du choc a été terrible. Le policier est toujours conscient. Comment ça s'est passé? Je remonte les fils, tu vois, je vais à Saint-Lazare pour les vols portières et le mec il franchit la ligne blanche là sans clignotant et boum, bah, je peux pas l'esquiver quoi. Comment vous vous sentez? Bah pas trop bien quoi. Bah si ça va pour une chute comme ça, mais moi ce qui me fait surtout chier c'est pour la moto quoi. T'as perdu connaissance ou pas? Je me suis relevé direct mais tu vois j'ai mal à la tête. Quel jour t'es là? Dedans, il y a un triptyque marqué BS, tu vas ramener un. Jeudi. Jeudi 8. Il va te faire souffler? Il fera souffler le copain? Mais qu'est-ce que je veux dire? Tu vas aller consulter quand même? Par contre, qui est-ce qui a enlevé le casque? C'est toi? La prochaine fois, croisant un gars qui a fait un paquet de comas, pas éthylique, hein, des comas après les cartons, tu l'enlèves pas. Même si c'est lourd et que ça te fait mal, tu l'enlèves pas. Parce que là, ça se trouve, tu auras besoin d'un collier cervical parce que déjà, ça commence à être tout raide. Ouais, mais là tu sais quoi, je commence à avoir la tête qui... Alors tu t'assois là sur le pylône et t'attends. Le motard s'appelle Aurélien. Il est évacué au service d'urgence le plus proche. Alors, t'en penses quoi des hôpitaux Ah bah de là, moi j'ai pris une carte d'abonnement. C'est bon, hein? Je vois bien. La tête, qu'est-ce que ça dit là? Ça dit rien, c'est dit que j'ai vomi et donc que je vais faire un scan du cerveau. Frédéric connaît bien les hôpitaux. Il a déjà 11 accidents à son actif. Dans la compagnie, les gamelles font partie de la légende. On soude, moi j'ai juste le temps de partir et puis après plus rien. Je me souviens pas. Alors le camarade qui était sur les marches, il m'a dit en fait je suis parti, donc c'était verglacé le sol, j'avais pas vu. Il glisse, équerre droite. Non attends, ça démarre équerre gauche. Il me dit équerre droite, jusque là c'est super beau. Il me dit tu la ramènes, on claque la tétaille, tout va bien quoi. Et là, la dernière équerre gauche, là en fait, je passe par-dessus et je tape sur la tempe. Et je finis comme une merguez. Il m'a ramassé sous un kangou. Je me suis garé en dessous, comme ça. Et j'ai pris 1h30 de coma. Et là, j'avais bien cogné. Je suis pas tombé vite, mais lourd. Voilà. C'est ce qu'ils ont déclaré. Tous les motards de la compagnie de sécurisation sont conscients des risques. Bah, parce que c'est un mode de vie. Hein. Si on n'aime pas, de temps en temps, enfin aimer non, mais si on conçoit pas qu'on va tomber régulièrement, ça c'est pas jouable. On fait entre 10 et 15 000 km par an, toute saison, au milieu d'un trafic qui est dense, et on nous demande d'aller rattraper le temps perdu. Donc à un moment, quand toutes ces données se croisent, il y a forcément un jour une voiture, un platane, une trace d'huile, quelque chose, quoi. 2 heures plus tard, Aurélien est sur pied. Alors. J'ai rien. J'ai juste des contusions à la main.
Bon bah c'est une bonne nouvelle, t'as combien de jours d'arrêt? Je reprends mardi prochain. 2 jours d'arrêt. 2 jours d'arrêt. Cette fois, Aurélien s'en sort bien. Mais chaque année, des dizaines de motards de la police se blessent en service. À Paris, Eric et Karim sont en patrouille. Dans quelques secondes, ils vont partir sur une mission plutôt insolite. Une femme vient d'appeler. Son mari est monté sur un toit. Il veut en finir avec la vie. Les 2 motards sont les premiers sur place. Il m'a dit oui, je vais faire la faute, les salopes, elle était copain, genre là-haut sur le toit. Et là, je sortais faire les poubelles, j'ai une copropriétaire qui m'a appelé, qui m'a dit écoutez, votre mari il est sur le toit. C'est suite à quoi Conflits conjugaux, il m'a tapé et puis je me suis retrouvée à l'hôpital. Je demande le divorce pour protéger mes enfants parce qu'il a une crise d'alcoolisme. D'accord. Eric et Karim vont tenter de parlementer avec le mari qui s'est réfugié dans une cheminée. Bonjour, c'est la police. Non, je vais laisser moi travailler. Non, 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 vous allez rester calme. D'accord? C'est la police. D'accord? Je peux plus vivre comme ça, je peux plus vivre dans mes enfants, je peux plus vivre sans rien entier. Je vais pas voir ma femme en bas. Non, mais elle est partie, votre femme, ne vous inquiétez pas. Putain, j'en ai marre, je me flinguer. Mais non, ne vous inquiétez pas. Je vais me retrouver dans mon coin. Je vais pas me retrouver dans les gardes à vue, là. Mais non, vous avez tué personne, monsieur. Mais je veux crever. Mais non, mais non. Moi, je veux mes enfants, ma famille. Ma famille, c'était mes enfants, c'était tout ça. Bah justement, faut rester pour eux, hein, monsieur. Hein. Police Secours est arrivé en renfort. Combien vous avez d'enfants? 2. 2? Vous croyez que ça leur fera plaisir de voir ça? Quel âge ils ont? Quel âge? 11 et 9 ans. Vous imaginez ça leur faire, hein? Hein, monsieur? Les policiers, mais aussi les pompiers, vont pouvoir venir en aide aux désespérés. Ça va? Ça va mieux là maintenant? Oui, mais ça me... Allez, soufflez à mon cou. Hein? Soufflez à mon cou. Allez. On va se reprendre en main un peu. Je suis trop malheureux. Mais non. Allez, on va se reprendre en main. J'ai envie de me flinguer. Faut pas dire ça, monsieur. Vous avez 2 enfants en plus, monsieur. Faut pas dire ça. Allez. Je vais descendre en premier si jamais. L'homme est pris en charge par les pompiers. Non, mais t'es accroché là. Attendez. Laissez-moi descendre, que si vous me tombez dessus. Il va être emmené aux urgences psychiatriques. Donc on a réussi à calmer la situation et puis le fait est c'est que maintenant il est redescendu, il a les 2 pieds sur terre et en espérant qu'il ait des jours meilleurs. Parfois, ça se finit mal. Ça se finit à l'hôpital. Et là, ça a failli finir beaucoup plus loin que l'hôpital. Bon, ça s'est bien terminé quand même. Pour cette fois-ci, oui, mais bon, ce monsieur, je crois que a de gros problèmes, donc seuls les médecins pourront trouver une solution. Et encore, j'en doute. Le lendemain, quelque part en région parisienne, Eric et Karim sont convoqués dans un centre d'entraînement spécial. Les motards de la police doivent être capables de faire face à toutes les situations. Il faut s'occuper de l'arme, il faut s'occuper de la moto en même temps, gérer sa vitesse, tout en visant la cible. C'est vraiment sympa, quoi. En fait, ça peut être une configuration dans laquelle on peut se trouver tous les jours, quoi. On arrive sur un braquage, on est en moto, voilà, dans le cadre de la légitime défense, il faut riposter. La règle d'or, c'est qu'on ne descend pas de la moto avec l'arme à la main. Obligatoirement, si vous prenez cette sale habitude, un jour ou l'autre, vous aurez un problème. C'est pareil sur la voie publique. Vous braquez un mec, le mec il en a rien à foutre, il faut sur vous, faites quoi avec votre arme? Vous êtes comme un con. Donc c'est une habitude, on met l'arme, on sort son arme, on doit pouvoir la mettre aussi rapidement à l'étui pour pouvoir parer quelque chose. Dans les coups durs, la moto peut aussi servir de bouclier. Les missions des motards ne s'arrêtent pas à la lutte contre la délinquance et la criminalité.
Le lendemain matin, Franck et 2 de ses hommes attendent devant l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Plus exactement devant le service de cardiologie. Une ambulance arrive. Un véhicule spécialisé dans le transport d'organes. Bonjour. Donc là, en fait, on emmène une équipe pour faire le prélèvement à Mignot et qu'on ramène ici. Pas tout de suite parce que... William, le pilote, est un spécialiste des transports d'organes. Il travaille toujours avec les motards. Il nous apporte une sécurité à la fois pour les chirurgiens et pour l'organe, mais aussi pour nous, pour le trajet. Et, ils sont vraiment indispensables et on a vraiment besoin d'eux, surtout là pour le transport qu'on va faire, c'est pour un cœur, donc c'est vraiment urgent. Les 2 chirurgiens arrivent. William charge le caisson dans lequel ils vont ramener le cœur. Un cœur qu'ils doivent aller chercher au Chesnay, en banlieue, à 15 km de Paris. Il est 7h30, on va partir d'ici, normalement c'est prévu 8h moins le quart, on va être en plein dans la circulation, donc là si la voiture a été sans escorte, je dirais que ça compromettrait grandement la réussite de l'opération. Une course contre la montre commence. Les motards vont faire l'impossible pour que les chirurgiens prélèvent le cœur dans les minutes qui viennent. Les escortes médicales sont parmi les plus périlleuses. Elles sont réservées aux motards les plus expérimentés. L'ambulance, un bolide de 200 chevaux. William est un pilote expérimenté qui a reçu une formation spéciale. À la sortie de l'autoroute, c'est l'embouteillage. Le sens civique des automobilistes laisse parfois à désirer. Les motards forcent le passage. Il faut passer coûte que coûte. Quelquefois, ils prennent pas mal de risques quand même. Ça va vite, mais après, on s'habitue un peu. En moins de 25 minutes, les chirurgiens sont à pied d'œuvre. TNZ1 de TJ 601 Charlie, arrivée de la greffe à l'hôpital Mignot. Ils vont pouvoir prélever le cœur sur un homme en état de mort cérébrale. Pour les motards, accomplir ce genre de mission est une fierté. On ne fait pas que mettre des contraventions, même si de temps en temps c'est nécessaire. Hein. Il y a plusieurs facettes au métier. On est là pour servir aussi le public. On doit être un maillon solide dans la chaîne. C'est ce qui permet de prendre un peu de recul et de se dire que bon, bah, notre travail est utile. L'attente dure depuis un peu plus d'1 heure quand le pilote reçoit un coup de fil. C'est bon, je vais les chercher. William se place à la sortie du bloc opératoire. Ils ont fini au bloc opératoire, donc on va les attendre pour repartir sur la Pitié. Donc la vraie course contre la montre, là, ça commence maintenant? Ça va commencer là, ouais, dès qu'ils vont sortir. À partir du moment où ils ont clampé et qu'après ils ont récupéré l'organe, il faut aller très vite. Parce qu'il ne faut pas perdre de temps et pour que le patient soit greffé le plus vite possible et que l'organe, le greffon, soit encore en bon état. Le cœur est conservé dans la glace, à l'intérieur du caisson. Ouais, c'est très bien placé. À partir de maintenant, le temps est compté. Un cœur, même conservé dans la glace, a une durée de vie très brève. Retour à la Pitié-Salpêtrière. Le patient qui attend le cœur est dans un état désespéré. Chaque minute compte. C'est une artère coronaire qui s'est bougée, une partie du cœur qui s'est nécrosée, qui est morte. Et maintenant, il a une insuffisance cardiaque. Il est assisté par
2 machines qui assurent la circulation pour tous les organes. Et il attend un cœur pour pouvoir revivre normalement puisqu'il est en réanimation depuis plus d'1 mois. La vie d'un homme est en jeu. Cette fois encore, les motards vont prendre tous les risques. En fin de matinée, la circulation est plus fluide. Le retour est encore plus rapide que l'aller. « 20 minutes plus tard, arrivé à la Pitié-Salpêtrière. Les motards ont fait leur travail, maintenant c'est aux chirurgiens de jouer. Dans quelques minutes, le cœur sera transplanté. Le patient est déjà ouvert, ils ont déjà mis la machine de circulation extracorporelle en marche. Et à l'heure actuelle, il doit être en train d'enlever le cœur de la cage thoracique. L'intervention aura duré près de 5 heures. Tout s'est passé pour le mieux. Si son corps accepte la greffe, le patient qui était condamné a maintenant une chance de reprendre une vie normale. Dans la maison, Franck et ses hommes ont assuré leur mission. comme d'hab.